Il est monté par sionisme, un prolongement de son éducation. Et pourtant, ses parents n'ont pas toujours été d'accord avec lui. Il s'est rebellé. On va voir comment. Pour en savoir plus sur l'Alia Story de David Benaroche, eh bien, restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. David Benaroche, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, 11 ans en Israël, qui l'eût cru, ça commence à compter là. Oui, on peut dire que je suis un vatique maintenant. Mais je me sens toujours un Olé Hadash. Toujours un Olé Hadash, ok. Alors vous êtes monté par sionisme, un sionisme que vous avez découvert très tôt, à l'âge de 13 ans, lorsqu'on vous accusait dans votre club de basket de porter tous les malheurs du monde et surtout la responsabilité des guerres dans ce monde. Exactement, c'était juste après la guerre du Golfe, avec Saddam Hussein, où dans mon club de basket, on me dit que c'est à cause de moi qu'il y a toutes ces guerres dans le monde. Je dis, pourquoi à cause de moi ? On m'a dit, oui, à cause d'Israël dans le monde, c'est ça qui amène les guerres. Comme toi, tu es juif. Et donc, comme moi, je suis juif, bien sûr, la corrélation... Elle était faite. Voilà. Elle était faite. Ça vous a complètement perturbé ? Pas trop, parce que je suis quelqu'un de très humaniste. Je vois toujours le bon en mon prochain. Donc, en fin de compte, je me suis toujours comparé au livre que j'ai passé au bac en première. Il s'agit de Candide de Voltaire. Okay. C'est-à-dire je suis né très naïf, très doux, très gentil. Et toutes ces épreuves que j'ai eues dans la vie m'a permis de pouvoir évoluer et de pouvoir progresser. Donc, en fin de compte, ça ne m'a pas du tout détruit. Au contraire, ça m'a construit. Ça vous a construit, c'est sûr. Alors, 17 ans, l'âge tant attendu, vous allez en cachette de vos parents à l'agent juif pour retirer un dossier d'Alia. Sauf que quand vous rentrez à la maison, et pour faire votre armée, sauf que quand vous rentrez à la maison, vos parents ne sont pas tout à fait du même avis. Tout à fait. Je suis un fils unique avec deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Ouais. Et mes parents m'ont laissé un peu ce rêve, entre guillemets, de pouvoir m'entraîner. J'ai rencontré M. Eli Youssef. Vous entraînez pour l'armée, donc ça veut dire que pendant un an, vous entraînez. Je m'entraînais à faire des cours de Krav Maga, j'habitais à Sarcelles. Vous étiez en première, c'est ça ? Oui, tout à fait. Okay. Et donc, je fais un entraînement intensif de Krav Maga et de sport de combat, et de cardio-training, de musculation. Ouais. Et tout d'un coup, quand arrive le moment d'aller signer à l'agence juive, mes parents me disent d'abord parce qu'il faut signer une décharge pour vous permettre de faire l'armée. Donc mes parents me disent non, d'abord tu fais tes études, après tu décideras ton avenir si tu as envie de le faire en Israël ou pas. Bon, c'est une décision qui vous a pas tellement plu, vous êtes complètement rebellé. Rebellé, ça a été très très dur, j'ai été comme un électron libre, impossible de me canaliser, donc l'école, Vous avez retapé ? J'ai retapé ma première, j'ai retapé ma terminale et j'avais besoin de me trouver. J'ai eu la chance, après ma deuxième terminale, de rencontrer un ami à moi, Frédéric Srour, qui était en école de kinésithérapie et qui m'a dit « Fais ce cursus. C'est bien pour toi. Hein. C'est bien pour toi. C'est 4 ans d'études. Tu as une année de prépa plus 3 années d'études. Mm-hmm. Tu auras un job, tu seras bien, etc. Donc, ça vous branchait les médecines, soigner les gens, tout oui, ça, c'était depuis tout petit, mon rêve était d'être dentaire, de faire dentiste, de faire dentaire, d'être dentiste. Et comme j'avais perdu ces années bêtement, j'ai pas voulu du tout tenter médecine. Donc, je suis parti voir l'école de cet ami, et la directrice avait les deux professions, avait les deux casquettes. Et elle m'a dit... Elle était quoi ? Elle était épodologue et kinésithérapeute. D'accord. Et en regardant mon curriculum vitae, elle me dit « Je te vois plus en podologie. Si tu as une approche avec le pied, je lui ai dit « Je n'ai jamais vu de pied précisément, mais voilà. Donc je suis parti me renseigner sur les études. J'ai dit à mes parents « Voilà, je veux me rentrer dans une prépa podo. » Pourquoi vous n'êtes pas parti après le bac en Israël ? Vos parents puisque vous étiez électron libre, ils auraient pu vous laisser partir. Non, pas du tout. Mes parents sont très conservateurs. Il fallait faire les études à côté d'eux. Ils voulaient d'abord que je parte avec un bagage, donc avec un diplôme, et de pouvoir partir. Donc, alors vous avez suivi les conseils de cette femme et vous êtes rentré en podologie. Voilà, j'ai passé mon concours et je suis rentré. Vous avez bien réussi d'ailleurs. J'ai bien réussi, oui, grâce à Dieu. À l'Institut national de podologie à Paris 1er.
Donc voilà, c'est un concours de 800 candidats. Ouais, Ils en prennent que 80 candidats et je suis arrivé à la 39e place du concours. Donc ma voie commence à se trouver. Le chemin se crée. Exactement. Alors, vous débarquez dans cette branche. École, on va dire ça comme ça, et là, forcément, vous n'êtes plus du tout en milieu protégé. Disons que vous avez toute la France qui débarque. Exactement. Vu que c'est un concours qui est ouvert à toute la France, il y a des gens qui viennent de Marseille, des gens qui viennent de Bourgogne, des gens qui viennent de La Rochelle. D'Alsace, exactement. De partout. Et donc, vous n'étiez pas tout à fait préparé vous ne connaissiez pas, en fait, l'autre. Pas du tout. Alors, c'est-à-dire que de vivre en banlieue, j'ai grandi à Sarcelles. Donc c'était pour moi, exactement, c'était un tout autre monde. Et donc, ça a été très difficile à trouver ma place. Et j'ai eu la chance. C'est intéressant que vous racontiez ce genre de choses. Ouais, c'est bizarre, quoi. Enfin, en tout cas. Oui, mais voilà, on tire de ces expériences beaucoup de richesses. Pourquoi vous aviez du mal? Vous vous sentiez jugé? Vous vous sentiez en dessous? Vous vous sentiez comment? Différent. C'est la différence que vous avez du mal à gérer? Oui. Ok. Bon. Donc j'avais du mal à rentrer dans cette mentalité. Donc à chaque fois qu'ils faisaient des soirées, que ce soit la soirée bisutage ou soirée parrainage, je n'arrivais pas à aller de moi-même. C'était pas naturel. Mais bon, je me suis fait un petit groupe de 2-3 amis qui m'ont suivi pendant tous mes 4 ans d'études, qui sont restés encore mes amis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de tomber vraiment dans la profession qui allait me dévoiler. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez, alors vous ne connaissiez rien au pied, entre guillemets. Vous avez développé une passion pour le pied. Exactement. Ça, je ne sais pas comment on peut développer une passion pour le pied, mais vous allez me raconter comment ça s'est fait. C'est quoi? C'est les études? C'est la matière? C'est l'anatomie, la médecine, et de comprendre en fin de compte que tout part du pied. Le pied, c'est un peu l'architecture du corps humain, c'est la base. Donc en fin de compte, on étudie pendant 4 ans tout le membre inférieur, avec la colonne vertébrale bien sûr. Donc on apprend tout ce qui est neurologie, tout ce qui est angiologie, tout ce qui est on en reparlera, c'est sûr. Mais alors ça, je comprends le côté médical, etc. Mais comment on développe une passion pour ça? Parce qu'on le relie à des choses plus spirituelles? Exactement, tout à fait. C'est ça ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé, parce que c'était ma période où j'ai commencé à faire tchouva. Ok. Donc vous je me suis rapproché. Le pied avec l'anatomie du pied. L'anatomie du pied, exactement. On sait que dans un pied, il y a 26 os, qui correspond à la guématria du nom d'Hachem, du nom de Dieu. Donc c'est quelque chose de très important, et on peut découvrir énormément de secrets qui se passent par le pied. C'est-à-dire que quand on voit cette création, on voit vraiment qu'il y a l'empreinte d'Akadosh Baruch Hu sur notre corps humain. Pourquoi, en fin de compte, 26 ? Vous pouvez aller voir un architecte et lui dire « j'ai envie de construire un immeuble à Tel Aviv, je veux mettre 26 cailloux et monter l'immeuble ». N'importe quel architecte va vous dire « mais ça va pas, ça va jamais tenir, vous aurez des fissures dans chaque étage, ça ne pourra pas tenir ». Mais là, ça tient. Là. Et là, ça tient. Et pourquoi ça tient même ? C'est que ça nous répare. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que le pied soit rapproché du sol naturel, c'est-à-dire tout ce qui est gazon, ce qui est terre ou sable, le corps se répare de lui-même. Le fait qu'on a créé, entre guillemets, la chaussure et l'asphalte ou le carrelage ou le parquet, malheureusement, on entraîne des contraintes sur notre corps. Vous verrez bien. Donc il faut marcher pieds nus dès qu'on est dans la nature. Exactement. Bon, alors on en reparlera peut-être dans une autre émission de votre passion pour le pied, voilà, puisque c'est votre profession aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir pourquoi vous avez à cette époque, vous avez fini, etc. vos études, vous vous êtes marié, vous auriez pu venir tout de suite après, puisque vous aviez tellement envie de venir vivre en Israël. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Exactement. Pourquoi ? Parce que ma femme avait fait une première année d'Aliyah juste pendant ma dernière année d'études. Donc j'étais très amoureux d'Israël, et quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit oui, mon avenir doit être fait en Israël. Ouais. Mais maintenant, voilà, vu que c'était très compliqué, le fait que dès que je me suis installé à mon compte,
mon cabinet a tout de suite commencé à se développer, à marcher. Alors, ça veut dire que plus ça se développait, plus ça devenait compliqué parce que ça marchait bien. Donc, c'était dur de se dire on va tout lâcher pour recommencer à zéro. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'après le mariage... Il y a beaucoup qui pensent comme vous. Beaucoup après le mariage, on nous dit bon, vous êtes jeune, commencez d'abord à... Faites un peu d'argent, voyagez et attendez avant de faire les enfants. On a fait tout à l'envers. On a commencé à tout de suite rentrer dans le monde professionnel, à prendre un crédit, à faire des enfants. Et au prochain, on a eu une bracha, c'est qu'on a commencé par des jumeaux. Donc... Bon, après, c'était évidemment pas évident de partir jusqu'au moment où vous avez quelqu'un qui a tapé à votre porte, qui s'appelle Shalom Var, qu'on connaît bien ici, que vous avez pris pour Avraham Avinu. On le salue s'il nous écoute. À la façon dont il vous a parlé, qu'il vous a appelé par votre nom juif, David, et il vous a proposé de faire une alia à Hedera. Vous, c'était pas du tout prévu parce que vous aviez déjà acheté un appartement à Ramana. Voilà, ça c'était votre premier pas pour vous dire qu'un jour, ce sera peut-être possible, on pourra venir en Israël. Et malgré ça, vous décidez de le suivre et de partir à Hedera. Exactement. Shalom Var, ça a été, entre guillemets, la rencontre de ma vie. C'est lui qui vous a aidé à sauter le pas. C'est exactement. Ça a été vraiment un chaliard. Et le fait de l'avoir rencontré, lui et Liat, sa femme, ça nous a donné les moyens de concrétiser notre rêve. Même si on le savait qu'on voulait le faire, mais chaque année, on repoussait en disant il faut mettre un peu de sous de côté. C'est quoi le fait que ça vous a aidé à concrétiser votre rêve ? C'est de savoir qu'il y avait un accompagnement, vous n'étiez pas seul, que vous étiez en groupe. C'est ça qui a fait que ça vous a donné plus de courage de partir ? Oui, pas seulement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de la communauté de Sarcelles où j'habitais qui faisait aussi en même temps cette alia de groupe. Donc, j'ai dit autant suivre le train en marche. Mais c'est surtout de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation que vous. Exactement. Des familles, des enfants, avec une profession, ne pas savoir si mon diplôme allait être reconnu ou pas en Israël. Donc, bien sûr, il m'a mis en contact avec plusieurs centres de santé, avec les Misrad Abriout, le ministère de la Santé, donc pour essayer de voir comment allait se dérouler si je devais faire cette équivalence ou même cette alia Boeing que je ne voulais pas du tout avoir dans mon... Oui, continuer de travailler en France et revenir ici, mais ce n'est pas du tout ce que vous avez choisi. Alors, vous avez choisi de plonger dans l'intégration, mais dès que vous êtes arrivé à Hedera, vos idéaux sionistes ont été mis à mal, on va dire, oui, et ça vous a fait mal. Ça a été des mois très difficiles pour vous. Oui, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que mes idées sionistes étaient de voir qu'en fin de compte, je pensais trouver que de l'entraide, que des frères. Et là, je me rends compte que voilà, l'Ulpan, il n'y avait pas de kita intermédiaire, c'était soit une kita Aleph, soit une kita Gimel. Donc, vu que je commençais à faire tchouva, donc la lecture et l'écriture, je la savais. Mais pas le donc vous êtes retourné en Aleph. Non, je suis parti en Gimel. Au contraire, je me suis fait violence à partir en Gimel. Ça a dû être très dur, ça. Très dur, parce que vu que la grammaire en français, j'ai des difficultés. C'est pas un bon choix. Il ne faut jamais sauter la kita bête, ça c'est le petit conseil. La deuxième kita de l'Ulpan, c'est là où on apprend toutes les bases grammaticales. Donc si on la loupe, c'est très compliqué ensuite. Donc après 6 mois d'Ulpan, je savais juste dire quelques petits mots baragouinés entre guillemets. Mais vous avez galéré pour la langue, vous avez galéré pour les idéaux sionistes, on va dire, parce que vous voyez des gens dans la rue. Pourquoi ? Parce que il y avait des écriteaux sur des magasins où il y avait marqué non cachère et non à l'hébreu. Donc c'est lo ivrit, lo cachère. Lo cachère, lo ivrit, exactement. Donc c'est très difficile de se sentir seul et parachuté comme ça, mais au contraire, ça nous a donné encore plus de motivation à surmonter. Vous vous êtes accroché. On peut dire ça, parce que quand même, vous habitiez Hedera et vous avez décidé, puisque pour travailler, il faut quand même un minimum de maîtrise de la langue, d'aller à l'Ulpan à Haïfa, parce qu'il y avait un Ulpan là-bas médical. Exactement. Donc c'était des allers-retours pendant quelques mois. Il faut s'accrocher. Oui, surtout qu'on avait décidé de ne pas prendre la voiture à nos débuts, donc d'aller jusqu'à la gare en vélo, de prendre le train jusqu'à Haïfa, de marcher de la gare de Haïfa jusqu'à l'Ulpan. Ça a été vraiment une motivation par tous les temps, mais grâce à Dieu, ça a donné ses fruits, parce qu'après 3 mois d'Ulpan médical, tout d'un coup, mon cerveau commence à s'ouvrir, à se libérer, et je commence à discuter, chose qui, pour moi, c'était impossible, inimaginable, puisque même l'anglais et l'espagnol que j'ai appris,
en arrivant en Israël, c'est parti complètement, presque définitivement de mon cerveau. Donc, même l'anglais, j'ai dû le réapprendre ici en Israël, puisqu'à Ra'anana, il y a une forte communauté américaine et sud-africaine. Ouais. Exactement. Donc je me suis mis aussi à apprendre l'anglais couramment. Et maintenant, voilà, je peux dire que je suis trilingue. Je fais des conférences en hébreu. Oui, vous êtes bien intégré. Bon, ça fait 11 ans, mais quand même, bravo. Donc, vous êtes accroché. Au bout de 9 mois, vous parlez l'hébreu plus ou moins. Vous décidez de vous installer. Mais autre déconvenu, votre diplôme n'est pas reconnu en tant que podologue. Et donc, vous ne pouvez pas travailler ni en coupe patronyme ni à l'hôpital. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc là, je me sens un peu bloqué. Je dis peut-être j'ai fait une mauvaise décision d'avoir vendu mes cabinets en France. Et de me retrouver. Donc ma femme au début me dit « Tu penses pas qu'il faudrait peut-être te reconvertir ?» Et pour moi, j'ai pris ça comme... le passionné du pied, on ne peut pas lui dire ça. Donc, non, ça ne marche pas. Donc j'ai pris ça très mal, mais après elle m'a dit « De toute façon, j'ai confiance en toi. Je sais que tu réussiras dans toutes tes démarches et que tu vas réussir. Il faut juste que tu te lances. » Donc elle vous a donné du courage pour vous installer. Donc exactement, elle m'a dit installe-toi à ton compte. Donc j'ai trouvé un cabinet à Ramat HaSharon où j'ai commencé à créer les centres Merkaz Kaf Regel. Les centres Merkaz Kaf Regel, c'est les centres du pied. Donc j'ai dit, vu que les patients, les gens ne connaissent pas du tout cette spécialité, à moi de me déplacer en fonction de mes spécialités dans chaque ville. Donc je suis parti à Bnei Brak, m'installer un cabinet, puisque c'est vrai que je commençais à avoir une grande patientèle religieuse qui voulait être soignée par un homme. Donc ici, voilà, la podologie, beaucoup sont soignés dans des centres esthétiques exactement à travers une vitrine. Donc j'ai vu qu'il y avait un domaine au niveau de Bnei Brak. Voilà, il n'y a pas que Bnei Brak, vous avez ouvert à Ra'anana, à Elad, à Jérusalem, à Tel Aviv. Impressionnant. Donc, et ça a marché pendant 8 ans. Pendant 8 ans, exactement. Donc comment vous faisiez ? Vous aviez des gens avec vous ? Vous avez fait quoi ? J'ai pris un autre podologue avec moi, oui, monsieur Isaac Guetta, qui était un bon ami à moi. Et vous partagiez les patients, l'emploi du temps, l'emploi du temps au début. Donc on tournait tous les jours dans tous ces cabinets à se faire connaître. Et c'était pas évident, j'imagine. C'était très très difficile. Il y avait beaucoup de routes. J'ai même passé mon permis scooter en Israël. Donc pour on se découvre des forces ici. Ouais. Ok. Et de là, ça a porté ses fruits. On voit qu'en fin de compte, quand on fait son Ashtadlut, et ben directement, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie cette bracha, et donc de commencer à se développer, de commencer à être reconnu. Et là, il y a cet effet pyramidal, parce qu'on voit bien que dans la mentalité israélienne, dès que vous êtes bon et dès que vous avez du résultat, ça va très vite. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez pour 80% de votre patientèle, eh bien, ce sont des Israéliens. Exactement. C'est pas mal. C'est une belle intégration. Pour moi, c'est le meilleur des cadeaux, et c'est vrai que c'est ce que je voulais. Je voulais pas me cantonner à 2% de la population, donc j'adorais cette communauté francophone, mais c'est vrai que c'était difficile de vouloir... Il fallait aller au-delà. Voilà, il fallait aller au-delà, et il fallait surtout essayer d'amener cette profession dans ce cercle de la santé. Ouais, alors vous ne vous êtes pas contenté de vous installer, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous vous êtes installé à Ra'anana, à Achuzat Clinique, ça s'appelle comme ça. Vous avez fermé donc vos centres Merkaz et Kaf Regel, mais vous avez été encore plus loin parce que vous avez voulu vous battre pour bien ceux qui sont encore en France, les podologues qui sont encore en France et qui ont envie de venir s'installer ici en Israël, aux côtés d'Ariela Muller. Tout à fait. Voilà, qui est podologue bien connu, qu'on connaît bien ici, et vous avez on va dire, plaidé votre cause à la Knesset, carrément. Exactement. J'ai été 2 fois à la Knesset avec Ariela Muller plus l'association des podologues ici en Israël, voilà. dont Zvi Levi, Stéphane Lelouch, Daniel Weiss. Donc voilà, il y en a plein. On est à peu près une trentaine en Israël, et on a envie de faire monter ce projet à la Knesset pour pouvoir avoir une reconnaissance et encadrer pour pouvoir par la suite ouvrir mon école, cette discipline dans une université en Israël. Alors il y a un début de reconnaissance, mais c'est pas encore au point. Oui, exactement. La loi a été votée comme quoi ils acceptaient de savoir que la profession de podologue et de podiatre existait en Israël, mais maintenant elle n'a pas encore abouti. Donc j'ai rencontré plusieurs députés à la Knesset,
le député Eli El-Alouf, qui a voulu beaucoup m'aider. Yoni Chedboun, ils sont toujours prêts à aider. Voilà, ces deux-là sont vraiment spécifiquement très proches de la communauté francophone. Ils aident vraiment énormément. Bon, mais c'est en cours, on va dire. On attend encore des développements. Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est toujours en cours. Alors, ce qui est sympa avec vous, c'est qu'une fois que vous êtes intégré, votre idéal sioniste qui a été mis à mal au début, vous auriez pu tourner Kazakh et dire voilà, tant pis, vivre votre vie du côté individuel de la chose. Non, vous avez décidé de vous engager politiquement. Exactement. Je suis rentré au Likoud, à la famille du Likoud, qui était déjà dans mon cœur depuis de nombreuses années, mais voilà, j'ai rencontré Hélène Mazouz, qui représente les francophones du Likoud, ainsi que Fernand Cohen-Tenouji. Donc je suis rentré au Likoud et maintenant j'essaye d'avancer pour pouvoir aider cette famille qui est Israël à développer au niveau des services de santé. Mon rêve, ça serait d'être Yoetz Refoui, conseiller médical auprès du ministère de la Santé, et de pouvoir donner mon expérience et bien sûr de pouvoir ouvrir mon université de podologie et d'études du pied et biomécanique. Altruiste ou dans un but qui va vous aider à faire avancer vos intérêts ? Non, pas spécialement, pas que. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, Israël est arrivé aux 8e puissance mondiale en même pas 70 ans, et il y a encore tellement à faire. Donc, en fin de compte, il faut faire avancer vos intérêts, c'est faire avancer aussi les intérêts des autres. Exactement. Pour les soldats, par exemple, que je reçois même le vendredi, même Motzei Shabbat, pour les recevoir au cabinet. Je suis en train de monter aussi en parallèle une petite association qui va pouvoir essayer d'aider, parce que chaque enfant de l'État d'Israël donne 3 ans à l'État, et malheureusement ils reçoivent une paire je peux même pas dire semelle orthopédique, puisque c'est pour moi juste une semelle intermédiaire, et donc qui n'est pas suffisant à supporter toute cette intensité au niveau des pieds, au niveau des membres inférieurs, et donc je suis en train de vouloir créer une association pour pouvoir permettre, soit avec le Misrad HaBitachon, soit par des dons... Aider aussi les soldats. Exactement, pour pouvoir aider les soldats. Ouais, à redresser leur posture. Et à les protéger. Ils nous protègent, donc il y a à nous de les protéger. Ok, en tout cas, on voit que vous êtes un citoyen engagé, bien dans vos baskets, c'est le cas de le dire, content d'être ici, voilà, malgré les difficultés que vous avez traversées, parce que c'est pas toujours été facile. Shalom Var m'a dit, avant de faire l'Aliyah, il m'a dit, prépare-toi à te prendre des rochers dans la figure. Comme ça, si tu te prends des cailloux, ça ira. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai pas pris Israël comme un rêve et une entité, j'ai pris ça comme une locomotive. Il m'a donné aussi, c'est le Rav Zuckerman, son beau-frère, qui nous avait donné la métaphore avec une montgolfière. Il a dit, pour qu'une montgolfière elle puisse monter, il faut savoir se débarrasser des choses lourdes de notre passé. Et c'est vrai qu'en fin de compte, toutes ces épreuves m'a permis, au lieu de me détruire, au contraire, m'a permis de me construire et d'arriver encore plus haut. Bravo. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. On vous retrouvera probablement pour une autre émission. À bientôt. Et bon retour à Ra'anana. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent là-bas. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.